Bon, bonjour tout le monde, merci d'être venus. Zineb et Jean-Marc vont nous faire une belle présentation aujourd'hui à propos de l'analyse d'affaires et fonctionnelle. En fait, la présentation a eu comme idée, c'est après ma présentation pour la livraison où j'ai fait un slide pour l'analyse. Et là, j'ai eu un petit feedback. Comment ça se fait que tu mets juste un slide pour l'analyse et 10 slides pour le développement? Bon, je dis, OK, montrez-nous un peu plus ce que vous voulez faire avec ça. Donc, Zineb s'est porté volontaire. Donc, je vais lui laisser la parole. OK. Bonjour tout le monde. Est-ce que dans l'arrière, tout le monde m'entend? OK, parfait. Bonjour, merci d'être ici. Et comme l'a souligné Pierre, aujourd'hui, on va faire une présentation sur la création de valeur et l'analyse d'affaires. Donc, je vous dis ça tout de suite, ce n'est pas une présentation dans le message et de dire que l'analyse d'affaires crée de la valeur au client parce que ce n'est pas vrai. Et en fait, répondre à la question comment est-ce que nous, à CGI, on est capable de créer de la valeur vue par un analyste d'affaires qui est moi et qui est Jean-Marc. Donc en fait, on va répondre à cette question-là de notre point de vue et puis on va essayer de situer un peu le rôle de l'analyse d'affaires et un peu de le démystifier dans ce sens-là. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de moi. Je vais me présenter. Ensuite, je vais définir un peu les objectifs et les... Quitte la conférence. Sherbrooke. Leaving the meeting. Quitte la conférence. Leaving the meeting. Leaving the meeting. On n'entend rien. En cours de connexion à la conférence. Joining the meeting. Allô? En cours de connexion à la conférence. Je pense que tout le monde a des problèmes. C'est donc sur le petit chat, moi je dis allô? Moi j'entends rien. Ouais. OK, on n'est pas les seuls à pas entendre ce qui se dit. Non, j'entends rien. Pour la conférence, on a été débranché, puis Joining the j'imagine que meeting. les gens se rebranchent. Okay. En cours de connexion à la conférence. comment est-ce que je suis mis? Zineb? On n'entend rien ici, hein? Oh. C'est correct, c'est Grégory. OK. Alors, est-ce que ça a commencé? OK. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, maintenant, on t'entend. OK, c'est bon. Leaving the meeting. On va faire avec. OK. Donc, je disais que tout ça m'a amené à être analyste d'affaires et je voulais aller en consultation au pays pour être analyste d'affaires. Donc, j'ai travaillé pour une firme de consultation où j'ai fait un mandat en analyse d'affaires, en intelligence d'affaires sur l'ECN. Et puis, depuis janvier 2019, je suis analyste d'affaires pour CGI et je travaille sur le mandat de la ville de Montréal. Donc, ça, c'est mon histoire.
Ensuite, les objectifs de la présentation, il y en a toujours deux. Il y a l'objectif de la présentation en tant que tel, et puis il y a l'objectif du sujet. L'objectif de la présentation, c'est simplement de pouvoir discuter de façon tout à fait informelle et de profiter de l'occasion qu'on a de partager et puis d'apprendre à se connaître entre nous. Et ensuite, l'objectif du sujet, c'est que moi, la semaine prochaine, ça va faire 1 an que je suis sur le marché du travail. En cours de connexion à la conférence. Je ne parle pas ici comme étant experte, mais moi, j'ai la chance de travailler sur des projets avec des gens, des analystes d'affaires qui sont très seniors, entre autres Jean-Marc Tremblay, Lucie Daud qui est pas là, et toute l'équipe des analystes d'affaires. Donc, à travers ça, dans mon processus d'apprentissage, j'ai réussi à comme former une vision. Bonjour. Et donc, le but, c'est de partager avec vous cette vision et de juste répondre à ces questions-là de notre point de vue. Donc, sans trop tarder, je vais commencer. La création de valeur. Donc, avant de répondre à la question de la création de valeur, je voudrais d'abord définir un cadre de structure dans laquelle cette valeur-là, elle est créée. Et typiquement, dans un projet, tout le monde connaît un peu la méthodologie qui est tous les intervenants d'un projet. Donc, on a d'un côté les analystes d'affaires. Vous arrivez à voir ? Okay. Les analystes d'affaires, les gestionnaires de projet, et ensuite le domaine technique qui est l'architecture. D'un autre côté, on a le client, donc avec ses utilisateurs finaux, avec ses contraintes, son modèle d'affaires, ses opérations, ses processus. Et puis, il y a des interactions entre ce client-là et l'équipe projet. Dans ce sens, là, par exemple, l'analyse d'affaires, c'est la personne qui va analyser les besoins, qui va analyser l'existant, les processus, qui va définir les requis, qui va donc communiquer avec le client pour définir ces requis-là. Donc, à ce niveau-là, la valeur, elle est comprise à travers ces interactions-là, elle est comprise, elle est communiquée et modélisée. Ensuite, quand cette valeur Joining the meeting. communiquée à l'équipe technique et l'architecture, cette valeur-là, elle est matérialisée. Et ensuite, ça va revenir vers le client et ça va être des boucles. La gestion de projet dans tout ça, la gestion de projet, c'est le cadre de travail, c'est la structure qui va permettre en fait à ces interactions-là d'arriver et c'est ce qui va donner un cadre de travail à ça. C'est-à-dire que la valeur, elle est créée, mais elle est transige à travers ces interactions-là. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un ingénieur sur la gestion de projet. Je ne suis pas gestionnaire de projet. Par contre, c'est important de situer ce cadre-là et de parler de cette structure pour justement parler de toutes ces interactions-là. Donc, les interactions par lesquelles elles transigent. Et à travers ça, je voudrais vous parler de l'approche processus-projet. Donc, en fait, la plupart des organismes de certification et de normalisation, notamment le PMI ou ISO 2006, qui est la qualité en gestion de projet, la plupart de ces organismes-là, ils vont définir ils définissent un projet comme étant un découpage en phases et qui comporte un regroupement de processus. Et ça, peu importe le mode de livraison, peu importe si c'est agile, si c'est hybride, si c'est standard, c'est un regroupement de processus. Donc, un processus, par définition, c'est une séquence d'activités qui vont utiliser des entrants, ils vont faire des tâches de transformation et ils vont livrer un sortant. Et ces activités-là, bien sûr dans un but précis. Ces activités-là peuvent être classées en 3 catégories. Les activités à valeur ajoutée réelle, les activités à valeur ajoutée administrative ou de gestion, et les activités sans valeur ajoutée. Donc, l'idée de parler de ces deux composantes, c'est de dire qu'un processus, lorsqu'il est efficace, donc qui maximise les activités à valeur ajoutée, lorsque les interactions entre ces activités-là sont fluides et respectées, ça fait en sorte que c'est un processus efficace
Et peu importe la complexité du projet, peu importe la complexité du client, ou peu importe le niveau de compétence des intervenants, le fait que ce processus-là soit respecté fait en sorte qu'il y a une garantie de livraison. Il y a un minimum de livraison de valeur, peu importe ce qui se passe dans ce processus. Et en fait, j'ai oublié de mentionner, je m'excuse, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour que ça soit dynamique. Ou des commentaires. Okay. Donc, maintenant qu'on a défini le cadre ou la structure dans laquelle la valeur elle transige, on va parler un peu plus du côté client. Bonjour. Donc, en fait, du côté client, donc le client de CGI, on a des organisations qui sont toutes différentes, qui ont des modèles d'affaires différents, mais qui, dans un sens, ont des objectifs stratégiques communs. C'est-à-dire que toutes ces organisations-là, donc dans tout le portfolio de CGI ou autres, elles vont vouloir avoir des opérations plus efficaces. Elles vont vouloir augmenter leur part de marché, fidéliser leurs clients, assurer la qualité de leurs produits et services, assurer le bien-être des employés. C'est des choses qui sont communes, des objectifs stratégiques communs. Et ce qui est important, c'est que ces organisations-là ou entreprises, elles ont compris que l'utilisation de la technologie, ou doivent comprendre en tout cas, que c'est un facteur clé de compétitivité. Mais j'allais dire que la condition pour que ce facteur-là soit efficace, c'est que l'utilisation de la technologie soit alignée avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et ça, je vais en parler plus tard pour un peu mieux définir, pour répondre à la question pourquoi on fait de la valeur. Donc, l'intervention d'un système d'information, puisque à CGI, on n'est pas que des concepteurs de systèmes, on n'est pas des vendeurs de logiciels, on est des consultants et on crée de la valeur à nos clients à travers les systèmes. Donc, pour un peu mieux voir l'intervention du système d'information dans l'écosystème du client, on peut le décomposer en 4 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau métier. C'est le niveau le plus stratégique. C'est le niveau où sont définis les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et c'est le niveau qui décrit les processus métiers. Les processus métiers, c'est les processus qui permettent le fonctionnement des opérations de l'entreprise. Donc, ces processus métiers-là ont pour finalité directe d'atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise qui vont découler du modèle d'affaires et qui vont être définis. Et c'est cette vue-là, en fait, qui va piloter toutes les autres. Ensuite, on va aller dans un autre niveau de détail. Le niveau fonctionnel, c'est ce qui va décrire les fonctionnalités ou les services fonctionnels qu'un système d'information va devoir faire pour supporter les opérations de ces processus-là. Ensuite, le niveau applicatif, c'est l'implémentation de ces services fonctionnels sous forme d'éléments applicatifs. Et le niveau technique, c'est l'infrastructure sur laquelle ces éléments applicatifs-là vont intervenir. Les deux derniers niveaux, c'est le domaine technique, si on veut situer les interventions. Les deux premiers niveaux, c'est les analyses d'affaires. Les deux derniers niveaux, c'est le domaine technique. Ce n'est pas mon domaine, donc on ne va pas en parler. Moi, je vais plutôt vous parler des deux premiers niveaux. Donc, oui. Ouais. Donc, les interactions entre les différents niveaux, c'est ce qu'on peut appeler une chaîne de valeur. Ça signifie que si on veut créer de la valeur de façon efficace, il ne faut pas qu'on voit ce système-là comme étant un tout, mais il faut plutôt qu'on le voit comme étant des sous-systèmes. Et chaque sous-système a ses propres processus. Et donc, l'idée, c'est d'aller maximiser la valeur à chaque point de ce sous-système-là. Et c'est ce qui va permettre de former un tout. Donc, pour définir la valeur, je vais la définir avec vous selon 3 perspectives. La valeur d'affaires, la valeur pour un utilisateur et la valeur d'un système. Donc, la valeur d'affaires, c'est la valeur qui vient à plus haut niveau.
c'est la valeur qui est le résultat direct des processus métiers. Et donc, ça peut être vu comme une amélioration, comme un gain, ça peut être aussi vu comme étant une réduction en perte, en risque ou en coût. C'est la valeur d'affaires qui est directement liée au processus métier et qui répond directement aux objectifs d'affaires. Elle peut être tangible ou intangible, mais ça signifie que si on veut créer de la valeur à un niveau d'affaires, donc directement à un client dans une organisation, il faut absolument que le système qu'on va construire, qu'on va concevoir, il faut qu'il réponde directement à ces objectifs-là. Et donc, il faut qu'il intervienne dans les processus métiers pour les optimiser ou les automatiser. Donc, ensuite, pardon. Je pense que c'est nécessaire de donner des exemples parce que c'est un peu flou. La valeur d'affaires, par exemple, peut être un ERP qui va aller gérer la production et la logistique dans une entreprise. Ça peut être pour, par exemple, un détaillant, un système CRM qui va être relié à une composante BI qui va aller analyser les données de leurs clients et construire des insights ou alors de l'information qui vont leur permettre de piloter ou alors justement de piloter la stratégie de marketing de leur entreprise et qui va permettre d'accroître la force de vente des produits. Un autre exemple, c'est vécu. Par exemple, dans un de mes projets pour la ville de Montréal, on conçoit un système pour le service des finances de la ville de Montréal et les objectifs stratégiques de ce projet-là et de cette unité-là, c'est de pouvoir optimiser le traitement de leurs factures, de pouvoir augmenter la productivité de X%, c'est de pouvoir traiter X% de factures en plus, c'est de pouvoir réduire de X% le délai de paiement à leurs fournisseurs. C'est un système qui répond directement à ces objectifs-là, qui sont définis, et donc c'est le genre de valeur qu'ils ramènent. Un autre exemple à l'interne que j'ai découvert récemment, c'est par exemple le portail Oxygène de CGI. Pour ceux qui étaient au Gala de l'Audace, rappelez-vous que Michael Godin avait présenté des chiffres par rapport à notre business unit et avait mentionné, je crois qu'il avait dit que le taux de départ volontaire des employés était de 21%. Et que l'objectif stratégique de cette année, qui est en lien avec les objectifs de CGI, c'est le bien-être de leurs employés, donc c'est de diminuer ce taux-là ou alors d'augmenter le taux de rétention. Et c'est un portail qui est à l'interne, qui répond directement à cet objectif-là, donc qui ramène de la valeur à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions. Alors, en gros, c'est vraiment ce qui apporte, ce qui correspond à la stratégie que le client a définie, en fait. C'est ça. D'accord. C'est vraiment du haut niveau. C'est ce qui est aligné avec. Exact. Sur le les points que j'ai dit, la réflexion stratégique a été faite chez le client. Puis des fois, on n'a plus de visibilité sur ces choses-là, mais ces grands objectifs-là ont un gros impact sur comment tu alignes un peu, comment on s'attache à la valeur puis qu'on la suit pendant tout le long du processus. Parce que des fois, c'est un challenge de se faire reconnaître, c'est de dire au client, on a besoin de savoir c'est quoi tes objectifs concrets pour qu'on puisse concevoir une solution, puis que l'apport de la mise à faire, l'apport technologique, le choix des technologies va être en lien avec la réalisation de ces objectifs stratégiques-là. Est-ce que je peux poser une petite question? Oui. Souvent, dans notre quotidien, on est face aux clients qui veulent tout de suite aller dans la solution, qui veulent aller... Pour ceux qui m'entendent pas, dans notre quotidien, on est face souvent à des clients qui veulent tout de suite aller dans le développement, même sans faire aucune analyse fonctionnelle ou à faire. Comment est-ce qu'on peut argumenter avec ce type de clients pour dire non, il faut le faire parce que sinon, on est à risque? Je réponds à la question un peu plus tard à travers... D'accord, je la réponds. Je vais la garder en tête au cas où le reste n'a pas répondu à la question.
Le second type de valeur, c'est la valeur pour un usager. Donc, c'est rentrer encore plus dans les détails fonctionnels. C'est des personnes qui vont utiliser, day-to-day, qui vont utiliser un système. Donc, ce système-là, la valeur qu'il leur apporte, c'est une fonction d'utilité. C'est quelque chose, c'est des fonctions qui les aident à optimiser leur travail, à améliorer leurs tâches quotidiennes. Et là, on parle d'expérience utilisateur. Et là, c'est tout un sujet. Ça peut être tout un machine learning. C'est beaucoup trop gros pour la définir. Mais un système doit enlever la complexité à l'usager et non pas l'enlever en rajouter. C'est seulement ça. Oui. On espère qu'elle peut répéter la question. C'est juste pour ajouter un petit point. Quand on parle de la valeur utilisateur, il y a, on peut créer un système et le système ne sera pas utilisé par l'utilisateur parce qu'il ne répond pas à ces besoins. C'est là où on trouve de la valeur au niveau du système utilisé. Oui, exactement. Il faut aller chercher l'adhésion de l'utilisateur final pour avoir de la valeur. Oui. Donc, faire un lien avec ta question, comment convaincre le client que justement on a besoin d'une analyse d'affaires? Bien, souvent, c'est en comprenant le contexte de chaque partie prenante qui intervient dans le processus qu'on est capable de faire des solutions qui respectent le contexte dans lequel, comme je reçois une facture, dans quel contexte je suis? C'est quoi les informations que j'ai en main? Si je fais une application qui me demande une information obligatoire que je n'ai pas en main dans ce processus-là, bien, ça vient de bloquer le processus. Donc, souvent, l'analyse d'affaires, l'analyse de la situation actuelle, même s'il n'y a pas de système, même si c'est juste du papier, est primordiale pour pouvoir comprendre puis militer en faveur de chaque partie prenante qui va intervenir avec le système. Exactement. Quelque chose. Moi, je répondrai au client par une question. Feriez-vous penche en plein sans l'analyse? Donc, voilà, c'est tout. C'est parfait. Très bien résumé. Excusez, est-ce que c'est possible de répéter pour les gens qui sont en ligne? On a la misère à entendre. C'est ce que j'allais faire. Elle disait en fait, la question de Lydia, ce serait pour convaincre un client, elle lui demanderait est-ce qu'il construirait le penche en plein sans faire d'analyse. Ok, merci. Alors, le... Il y a la question de l'échelle des grandeurs. Mais ça, c'est juste une caricature. Mais quoi que tu fasses, même un cabanon dans ton jardin, si tu ne te fais pas une esquisse sur une feuille, et c'est ça l'analyse, tu ne feras pas un cabanon qui va tenir un hiver. Voilà. Oui. Exactement. Le problème, je pense, qui arrive souvent, c'est que le client lui-même ne va pas construire la chaise ou le pont, etc. Il va déléguer ça à quelqu'un d'autre. Donc, l'analyse devient un moyen de communication entre ce qu'il a dans la tête, qui est souvent flou, et pour lui, c'est parfait dans sa tête, il la voit clairement, mais pour la décrire à quelqu'un d'autre, c'est là où l'enjeu. Donc, effectivement, faire une chaise ou un pont, ça revient à la même chose. Quelqu'un d'autre va faire la construction. Donc, mets-le sur papier. On peut rajouter aussi qu'ils se rendent compte très rapidement qu'ils ont besoin d'une analyse d'affaires parce que dès qu'on commence à questionner, c'est quoi cette règle d'affaires? C'est quoi la règle d'affaires? Comment qu'on calcule ce champ-là? Pas de réponse. Il va falloir que... Donc, j'ai eu des séances parce que, OK, bon, on veut ça, c'est quoi? Bon, comment c'est calculé? On ne le sait pas. Donc, le projet a arrêté parce qu'ils n'avaient pas fait l'analyse d'affaires de leur processus, puis on ne pouvait pas aller plus loin. Fait que
le processus d'analyse fonctionnelle puis de réalisation va demander, si est fait, c'est correct. Sinon, ça va être tellement demandant pour le client qu'il va falloir que soit qu'il le fasse lui-même ou que nous, on fasse le bout qu'on a besoin pour réaliser le morceau. Pierre, vraiment, peut-être juste apporter à tout le monde l'exemple. Pierre, sur ton projet, où le client a dit, moi, j'en ai mis des analyses. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et l'angle que tu as pris avec l'angle des tests, en fait, plus vous avez pris avec l'angle des tests, c'est un exemple qui est très intéressant. On avait un projet où le client avait déjà une application, donc c'est un refactoring, une refonte d'une application pour d'une technologie vers une autre technologie. Donc, on n'a pas besoin d'une analyse. Pourquoi? Parce que l'application est là, allez-y, copiez-la. OK, mais ça veut dire on doit l'ouvrir, on doit regarder tous les détails, est-ce que ça marche comme il faut, etc. Donc, on doit faire une analyse. Non, on ne fait pas une analyse. L'analyse, c'est déjà dans nos têtes. On maintient cette connaissance à l'interne chez nous, on ne veut pas mettre ça sur papier. D'accord? Donc, une idée qu'on a eue, c'est de dire, OK, c'est bien, gardez l'information chez vous, mais nous, on a besoin de travailler en mode TDD. Je reviens un petit peu à ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on va faire TDD, mais aussi en fonctionnel, pas juste en technique. Pour le développement, on va faire des tests fonctionnels. Et dans ces tests-là, les critères d'acceptation, si on regarde les use cases versus des cas de test, c'est l'équivalent. Tu as de la description, tu as des détails, tu as des critères d'acceptation. Donc, c'est le même format, c'est juste un nom différent. Donc, en faisant les tests en premier, ce que ça nous a permis de faire, c'est vraiment mettre des gens comme Jean-Marc et son équipe d'analyse pour rédiger les tests, pour chercher toute l'information, et après ça, on est allé en développement. C'était un moyen de contourner son idée que, non, je ne veux pas faire de budget pour l'analyse, mais il avait un budget pour les tests, donc on a utilisé de cette manière. Et en complément, c'est pour être très clair, les tests, surtout si on parle des tests fonctionnels, c'est encore plus vrai. À partir du moment où tu as une fonctionnalité qui est requise, tu dois avoir minimalement un test pour appuyer ça. Et quand le client ne veut pas d'analyse, OK, je veux ton test, je vais tester. OK, comment je vais tester? Donc, il faut s'entendre sur ce que je vais tester. Et donc, ça prend des cocktails. Les cocktails, je les prends où? Je les prends normalement de l'analyse. C'est pas je fais l'analyse. Ou je prends le document avec ça. Parfait. Alors, on prend ça, on sort les cocktails, on lui présente son rapport d'action. Et là, quand tu travailles avec le client, il vient s'apercevoir un peu, mais il manque un bout. Souvent, ça va être notre analyste qui va pas ressortir des grands pans de murs qui sont manquants. Donc, mon cabanon, là, c'est tout bien drôle, il y a juste 3 murs. Lui, il n'avait pas toute la ligne. Joining the meeting. Il faut évacuer, il n'avait pas vu ça. Nous autres, on va le faire ressortir. C'est comme ça que là, il trouve ressortir et le client finit par dire, ouais, OK, regarde, on va patcher ça. Et donc, tu es capable de compléter l'analyse avec les critères d'acceptation et de test. Merci. Oui. Vous avez des métriques comme des niveaux de budget, par exemple un projet qui n'a pas eu d'analyse, combien ça coûte en fait, et après, une analyse, combien finalement il a coûté, entre guillemets, dans le sens, en fait, je ne vais pas comme partir comme le client veut des fois, ou partir en développement, là, des fois ça coûte cher, on fait quelque chose, on le change 3-4 fois, parce que c'est pas exactement ce qu'on veut et tout. On n'a pas fait des métriques parce que souvent c'est trop tard. C'est difficile d'avoir les mêmes contextes d'un projet à un autre et de comparer. On a la même problématique avec des projets, avec des tests sans tests. Leaving the meeting. Sur analyse sans analyse. Donc, c'est difficile de faire ce métrique et après ça, tout le monde va dire non, mon cas est plus simple que celui dont tu parles. OK. En fait, juste pour ce que je voudrais ajouter par là, c'est qu'à la fin, en général, le client, il va se rendre compte assez trop tard que ça ne fonctionne pas. Et là, il va y avoir du retravail. C'est-à-dire qu'on va aller se lancer un peu à l'aveuglette dans le code, le développement. Et on va développer quelque chose qui est dans la tête de quelqu'un, qui n'est pas très clair, qui n'est pas défini. Et lorsqu'on va finir, à la toute fin, on va le présenter et les gens vont dire « Ok, mais c'est pas ça que je voulais ». Et là, on recommence. Et là, c'est du temps, c'est de l'énergie, puis c'est du budget qui est pris. Oui, exact. Dans le travail d'analyse, ça va nous sauver de l'argent.
peut-être comme un argument plus bon là. C'est un problème tous pas nécessairement psychanalyse. La valeur qu'on apporte dans les différents domaines, c'est toujours problématique de la vente avec les clients qui veulent. Leaving the meeting. Simon. CGI Drummondville. Bonjour. Salut. Depuis les années 2000, il y a des études sérieuses sur qu'est-ce qui fait que les projets flanchent, ne livrent pas, ou ne livrent pas de qualité, ou ne se rendent pas jusqu'au bout, etc. Puis, ce qu'on constate, dans la majorité des cas, 75% des cas, c'est une mauvaise définition de besoin ou pas de définition de besoin. Les aspects techniques ne sont jamais un problème. Les aspects gestion rarement, mais c'est le deuxième ou le troisième critère. Ça se trouve sur Internet, ces statistiques-là, on peut les sortir. C'est reproduit à tous les 2 ans ou 3 ans. Ils font des études de milliers de projets, puis ils sortent de là des chiffres qui disent, n'hésiez pas sur la définition des besoins ou l'analyse, dans le fond, parce que sinon, vous vous tirez dans le pied, c'est sûr. C'est certain. Pourras-tu nous partager un peu oui, certainement. Et juste par curiosité, c'est quoi ton rôle à CGI? L'analyse? Architecte d'entreprise, architecte de solutions. On va juste mettre un coup de parce que sinon, on risque de manquer un peu de temps. Je vais garder ça. Gardez-le en tête, on va revenir sur ça plus tard. En fait, à cette question-là, cette slide-là répond un peu à cette question, dans le sens que la troisième perspective, c'est la valeur d'un système. Donc, un système, en fait, a 2 types de valeurs. C'est la valeur qui vient de son comportement et c'est la valeur qui vient de son infrastructure. Donc, la valeur qui vient de son comportement, c'est ce qu'on appelle les requis fonctionnels. C'est à quel point est-ce qu'il est aligné avec les besoins d'affaires, à quel point il répond aux exigences des utilisateurs, à quel point ces gens-là, ils vont l'utiliser, ils vont savoir l'utiliser. Et ensuite, le deuxième côté, c'est l'infrastructure. Donc, c'est la qualité d'un système. Et là, on parle de requis non fonctionnels, c'est-à-dire la robustesse, la performance, la maintenabilité, l'extensibilité. Et en fait, on se rend compte que ces 2 parties-là, pour qu'un système crée de la valeur, ces 2 parties-là sont absolument indissociables. C'est-à-dire qu'on peut avoir le système le plus performant, le plus high-tech, le plus innovant. Si ce système-là ne répond pas aux objectifs de la compagnie, s'il ne répond pas aux objectifs des utilisateurs, si dans la compagnie personne ne sait l'utiliser, alors le client il va dire ok, tu as développé ça, c'est pas ça que je voulais, bravo, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais avec? Moi j'ai pas besoin de ça. Et là, à chaque fois, il n'y a pas un alignement. Et je pense que le client dit bravo. Je pense pas qu'il dit bravo. Non, il dit pas bravo. Il dit je te paye pas. Exactement. Et ouais, c'est ça. Ok, c'est bien, mais j'en veux pas. Et vice-versa, on peut avoir un système qui est très conforme, qui répond très bien aux utilisateurs, qui est conforme, en fait, qui est bien aligné, mais que ce système-là, il crache tous les vendredis à 10h30, ou alors qu'il a été conçu pour 25 utilisateurs, mais qu'en fait, dans la compagnie, c'est 120 personnes qui vont devoir l'utiliser, ça marche pas. Il faut que les 2 parties soient alignées, et souvent, il y a cette petite guerre entre le domaine d'affaires, l'analyse d'affaires et le technique, alors qu'en fait, tout le monde devrait collaborer et travailler ensemble, parce que c'est ce qui fait qu'un système va livrer de la valeur. Donc, ça étant dit, je voudrais résumer la partie de la création de valeur en répondant à la question de comment il faut créer de la valeur et voir si effectivement on a répondu à ça. Donc, en fait, si on a défini un cadre de structure, donc un cadre de projet, un cadre de processus respecté. Si ce cadre-là, il est conforme, il est respecté, si les rôles de chaque partie prenante, donc les analystes, le domaine technique, la gestion de projet, le côté client, si tout ça est respecté, si les processus de travail sont efficaces, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là vont livrer la valeur qui est attendue, si les communications entre ces parties-là qui vont permettre à la valeur de circuler sont fluides,
si les problématiques sont identifiées, c'est-à-dire qu'on est certain que le système répond aux besoins des utilisateurs et des clients, et si la technologie est de qualité, et là on parle d'infrastructure, alors moi je pense que c'est simplement, si tous ces éléments-là sont réunis, c'est impossible de ne pas créer de la valeur. Et là, je pense que le plus grand challenge de la présentation, c'est que quelqu'un lève la main et dit non, c'est possible, et voilà comment. Donc s'il y a quelqu'un qui peut se manifester, on pourra en discuter. Donc, après avoir répondu à cette question-là, le deuxième but ou objectif de la présentation, c'est de situer l'analyse d'affaires dans toute cette histoire. Et parce qu'on n'oublie pas qu'on parle de notre point de vue qui sommes analyse d'affaires. Donc, en fait, l'analyse d'affaires, ce n'est pas un métier spécialisé. L'analyse d'affaires peut intervenir dans plusieurs domaines. Et en fait, il y a 4 perspectives à l'analyse d'affaires. Il y en a peut-être plus, mais à ma connaissance, c'est ces 4-là que je vous présente. Et c'est en fait les différents modes d'intervention d'un analyse d'affaires. Ces 4 perspectives-là ne sont pas mutuellement exclusives. Par exemple, dans une initiative, comme nous, à la Ville de Montréal, une initiative ou un projet peut avoir une composante technologique, c'est-à-dire on intègre ou on conçoit un système. Cette initiative-là, elle peut impliquer ou pas de la gestion ou de l'amélioration de processus. Ensuite, dans une autre initiative, on peut avoir la fusion de 2 entreprises, par exemple, et on a besoin d'un analyse d'affaires qui va aller définir à haut niveau, de façon assez stratégique, c'est quoi le fonctionnement de ces 2 entreprises, c'est quoi les processus, et de vraiment comprendre c'est quoi l'impact de cette transformation-là. D'ailleurs, Lydia est analyste d'affaires senior, elle est architecte d'entreprise. Et cette partie-là, non? Okay. Mais tu interviens un peu là-bas, c'est ça? Non? Je réponds au comité d'entreprise, et ce qu'on veut que je comprends, ce qu'ils veulent que je fasse. Ok. C'est leur expliquer ce que je fais. D'accord. J'avais mal compris. Mais ok, c'est bon. Ouais. La 4e initiative, c'est que des fois, les entreprises vont avoir besoin d'informations pour les aider à piloter leur entreprise ou alors de piloter leur stratégie. Donc, on parle là d'intelligence d'affaires et j'ai fait un petit peu ça dans un ancien projet. Quitte la conférence. Assez globalement, situer un peu les rôles et responsabilités d'analyse d'affaires. Pour les analystes qui sont là, ils vont savoir, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça pourrait être utile, c'est que analyse d'affaires peut intervenir à haut niveau dans la stratégie. C'est-à-dire qu'il peut aider le client à définir sa stratégie, ses besoins d'affaires, les processus métiers et à travailler dans ce sens-là. Ensuite, on peut aller à un niveau encore plus en détail, c'est que, et c'est ce que je fais en ce moment avec Jean-Marc, c'est qu'on va pouvoir analyser un système plus en détail, donc pour sortir les requis fonctionnels, les besoins d'affaires, les exigences de transition, les exigences, les règles d'affaires, et donc de donner comme un package pour vraiment définir c'est quoi la valeur attendue d'un système. C'est ce qu'on fait dans cette partie-là. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on fait de l'évaluation de solutions. C'est-à-dire qu'on va, une fois que la solution est conçue, on va aller la tester pour s'assurer qu'elle répond vraiment à ce qui a été identifié. On va aller former les utilisateurs pour s'assurer qu'ils peuvent l'utiliser. Et dans un sens, notre travail ne s'arrête pas quand la solution est conçue. Notre travail, et Jean-Marc peut valider, notre travail s'arrête au moment où le client a accepté la solution et compris quels sont les impacts que ça va avoir sur son fonctionnement, sur ses processus. Et ça va être, s'il est compris, ça va être quoi l'état futur en fait que le système va ramener dans leurs activités. C'est donc très différent de certaines idées reçues. Oui. Certaines personnes qui ont peut-être évolué, j'espère qu'ils ont évolué, mais certains se souviendront que le rôle d'analyste, quand il était présent dans le projet, tu fais ton analyse, quand tu as fini ton analyse, tu déposes ton document d'analyse et tu t'en vas sur un autre mandat, c'est fini. Exact. Tu fais complètement le projet. Moi, je l'ai vu souvent.
Et donc, selon ce que tu dis, c'est comme ça que j'ai fait, hein. J'ai eu voir un mandat d'analyse et après un autre. Moi, en 30 ans, ça m'est arrivé 3 fois que j'ai vu mon système normal. Ça, c'est le rôle de consultant. Un peu, si vous me permettez, un petit point que Michel a dit, c'est que souvent, ce qu'on essaie de faire maintenant dans nos projets de livraison, c'est de demander aux analystes qui étaient présents dans la phase d'analyse, c'est de les prendre, mais de les utiliser comme analyste QA. Donc, parce qu'ils maîtrisent bien les besoins, sont capables de reprendre ce qu'ils ont fait comme analyse et de l'écrire dans le format de tel. Puis, comme ça, ils suivent le projet jusqu'au bout. Donc, on essaie de changer un petit peu cette idée de que l'analyse sortent, non, on le garde. Et c'est là où on a une bonne collaboration entre les gens techniques et les analystes, parce que les analystes sont moins techniques par nature de travail. Donc, on les aide pour des tests automatisés, pour des tests UI, etc. Donc, c'est un travail d'équipe et ça fait une bonne synergie entre toutes les parties de On peut même dire peut-être aussi que l'analyste d'affaires est souvent très bien placé pour intervenir au niveau de la gestion du changement, à titre puisqu'il connaît tous les processus, il connaît tous les intervenants, il connaît bien sûr la solution. Donc, il peut conseiller ceux qui sont en charge de la gestion du changement. Je voudrais que Pierre, c'est que l'avènement des méthodes agiles nous permet justement cette situation-là où les différents rôles interviennent répétitivement dans le projet parce que définir tous les besoins upfront avant de commencer quoi que ce soit, à mon avis, on rate la moitié du bateau parce que le client, ça il prend un certain temps de gérer ça, puis il revient des fois sur certaines exigences en ayant découvert qu'est-ce que ça impacte sur lui, etc. Donc, une méthode agile qui vise à s'adapter aux changements en cours de route de livraison, c'est à mon avis une très bonne approche, puis ça permet justement ça. Oui, je suis d'accord. Pour les valeurs, les 3 valeurs que tu veux définir, et faire les valeurs à faire, les valeurs pour l'usager. Oui, ok. Donc, ces valeurs-là répondent directement aux exigences. Par exemple, la valeur d'affaires répond aux exigences d'affaires. La valeur pour l'usager, c'est les exigences utilisateurs. Et puis, la valeur, ça répond aux exigences système de solution. Est-ce que tu as la liste? Oui. Oui, ok. Enchantée, on se connaît plus. Quitte la conférence. Une chose est claire, c'est qu'on met un peu beaucoup plus de lumière sur ce que les analystes font. Je suis certain, même moi, avec toutes mes années d'expérience, je découvre encore ici des choses que je ne savais pas qu'est-ce que l'analyste apporte comme valeur. Donc, et les discussions, je trouve que c'est très important dans un format d'un challenge comme ça. Exact. Je peux dire la même chose aussi pour les architectes.
Je m'excuse, Zineb, mais on t'entend plus sur le pont conférence. T'es très loin. Leaving the meeting. Leaving the meeting. Garde-la avec toi parce que quand il y a des gens qui se posent des questions, on a pas mal de sujets. Leaving the meeting.
Leaving the meeting. Quitte la conférence. Nous, on n'entend rien. Y a-t-il quelqu'un qui parle? Moi non plus, j'entends rien. Je suis sur le pont conférence. Ici, l'analyse fonctionnelle Quitte la conférence. Des fonctions d'architecture de solutions, de développement, de gestion de la portée et de la gestion de la qualité. Donc, on va voir ça. Puis, l'AF, ça, on l'a vu par après, a permis l'intégration harmonieuse de nouveaux participants au projet. Quand c'est un projet qui s'étend sur 1 an et demi, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, même du côté client. Donc, l'analyse fonctionnelle reste toujours d'actualité pour pouvoir intégrer des nouvelles personnes. C'est quoi les critères de succès d'une analyse fonctionnelle? Moi, j'ai 2 lecteurs à satisfaire quand je fais une analyse fonctionnelle. C'est le client et c'est l'architecte de solution. Si le client ne comprend pas et il n'est pas capable de valider, ça ne marche pas. Et si l'architecte de solution ne comprend pas ou il y a de la misère à se démêler, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est un livrable qui est supposé mettre de l'huile dans l'engrenage. Donc, c'est les 2 seuls critères de succès. Ce n'est pas le format, ça peut être une bande dessinée, mais si ça répond à ces 2 critères-là, ça sera une bonne analyse fonctionnelle. Donc, je vais regarder 5 éléments qui viennent soutenir le cadre de valeur comme Zineb l'a présenté. Le premier, c'est l'analyse fonctionnelle intègre et modélise le contexte, la portée, les règles d'affaires, les lois et règlements, les étapes du processus. Dans un sens, l'analyse fonctionnelle, elle n'est pas de rien. Donc, dans le cas de pétition en ligne, on nous a donné des intrants, des devis techniques qui avaient été écrits, des maquettes produites, des preuves de concept qui avaient été faites 1 an plus de bonheur. Donc, il a fallu, puis Lydia est avec moi, il a fallu décortiquer ça, OK, pour prendre ce matériel-là, puis de le modéliser, puis d'en sortir finalement des exigences fonctionnelles, pour donner une analyse fonctionnelle qui va pouvoir permettre d'aller de l'avant avec le succès. Donc, le facteur de succès, c'est de l'exhaustivité et de la traçabilité. Bon, mais quand on ne fait pas l'analyse d'affaires,
ben, on suit sur le client pour nous donner les intrants. Donc, l'exhaustivité, puisqu'on ne fait pas l'analyse d'affaires, l'analyse d'affaires ne peut pas dire « Ah, c'est complet » parce qu'on se fait donner les choses. Donc, l'exhaustivité, il a fallu faire en sorte que tous les éléments soient consignés. Puis la traçabilité, ben, pour assurer une traçabilité, ben, ça c'est un exemple de l'analyse fonctionnelle, ben, d'établir où on avait pris chaque élément d'information. Donc, pour assurer au client, bon, voici tous les intrants, on l'a tout décortiqué, puis on est capable de retracer la source. OK? Point en suspens, ben, on documente même les trous. Donc, on parle des fois, ah oui, on a fait l'analyse d'affaires, mais des fois, ben, plus souvent qu'autrement, il y a des trous. Fait qu'au lieu de retarder une livraison, ben, on documente ce qui reste à développer. Ben, comme ça, on est capable d'avancer. OK. Deuxièmement, l'analyse d'affaires soutient le cadre de valeur en documentant la portée. Ben, l'analyse fonctionnelle est capable d'identifier les parties prenantes, toutes les parties prenantes qui vont avoir à interagir avec la solution. Puis ça, c'est important à valider avec le client très tôt parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas te retrouver en plein milieu de projet. Ah, ben lui, il y a quelque chose aussi à faire. Les cas d'utilisation. Ça, c'est finalement tous les cas d'utilisation qui sont réalisés par l'application ou la solution qu'on est en train de développer. Ça, c'est des livrables au niveau qui sont faciles à faire, qui sont facilement comprenables par le client, puis qu'on est capable très tôt de dire voici le scope fonctionnel. Et bien sûr, les cas d'utilisation qui ne sont pas soutenus par la solution. Donc, des fois, juste pour être clair, OK, on l'inclut pareil parce qu'il y a des décisions, il y a des choses qui ont été décidées. On ne veut pas, après ça, faire remettre en question ces choses-là. Vas-y. Ouais. Souvent, les clients viennent, moi je pensais qu'ils avaient dit exactement. J'ai besoin de ces fonctions. Non, ça s'est discuté, tu n'en veux pas maintenant. C'est ça. Plus tard, etc. Donc, je vais juste ajouter un petit point aussi. On a la tâche cabinet vie. On est en retard à cause des questions, tout ça, mais c'est un bon format pour les enchaînements. Donc, ceux qui doivent retourner à leur travail, c'est correct, mais nous, on va continuer un petit peu. Donc, aussi des éléments, des exigences fonctionnelles qui ont été nommément retirées de la solution parce que c'était des exigences fonctionnelles qu'on avait trouvées dans la documentation, mais que finalement, il y avait eu des décisions qui ont été prises. Pour enchérir, c'est important que ça soit noté dans le document et noté comme quoi c'est retiré par le client. Peu importe le format, ça peut être noté, mais avec comme un cahier, mais au moins juste pour pas te faire lire après, hey, tu as oublié ça. Non, tu l'as oublié, tu m'as dit pas le faire. Non, c'est pas ça, ça va être considéré. Alors, pour expliquer ça, vous notez tout, il y a des clients du client, c'est noté comme quoi c'est hors portée. C'est ça. Non, on l'écrit nommément, on le décrit dans le document, dans une révision du document. Donc, dans la cartouche d'historique, on dit on a touché tel cas d'utilisation, on a retiré telle chose. Donc, oui, vas-y. Pourquoi on a pris cette décision de partir là? C'est important parce que parfois, on ne peut pas faire partout. Des fois, c'est une communication. Tu réfères au courriel, tu réfères à la source. En cours de connexion à la conférence. Ouais. Donc, oui, vas-y. L'utilisation, souvent dans tout ce que j'ai lu et vécu dans des projets agiles, on dit ah non, il n'y a pas d'utilisation, c'est pas bon, nous on fait des user stories. C'est pas la même chose, etc. Mais qu'est-ce qu'on pense de la différence entre les deux, de la contribution des deux dans des user stories? Quitte la conférence. Parce que c'est quelque chose que j'ai il s'est arraché les cheveux, moi aussi, à ce niveau-là. Donc, la portée fonctionnelle. Quand on a épluché, on avait plein de requis, okay, des exigences fonctionnelles.
bien là, on les a groupés en catégories, puis les catégories, c'était des cas d'utilisation. Bien, à un moment donné, on avait plein de choses, puis on dit, créer une pétition. En fait, les cas d'utilisation ont émergé en catégorisant toute cette multitude, cette centaine et centaines d'exigences fonctionnelles-là. Ils ont émergé tout seuls. Donc, on pouvait dire, à la lumière de tout ce que vous nous avez donné, voici tous les cas d'utilisation qu'on a sortis. Donc, chaque exigence fonctionnelle était son cas d'utilisation. Là, on a rajouté, parce qu'il manque souvent les cas d'utilisation de gestion, gestion des users, gestion des permissions. Leaving the meeting. Abdelatif et Quentin. Oui, c'est un petit peu dans ce sens-là, les cas d'utilisation amènent une vision fonctionnelle, un plus gros morceau que des user stories. Des user stories, c'est difficile de faire, je me mets souvent dans la peau des architectes de solutions, de se faire une idée d'ensemble avec 250 user stories. Donc, les user stories, moi, j'ai tendance à essayer de les regrouper dans des use cases. Donc, dynamique du système. Bon, on soutient l'architecture de solutions de développement en livrant des livrables de haut niveau, de dynamique de système, diagramme de transition d'état, qui, par exemple, ça, c'est facile, ça tient dans une page. On fait approuver ça par le client très tôt dans le processus, en lui faisant rappeler que ça a beaucoup d'impact sur le back-end et le front-end, puis que chaque changement va être assez coûteux, puis plus. Donc, il faut vraiment stamper ça rapidement. Des diagrammes de séquence qui présentent la dynamique. Des fois, quand on a plein de cas d'utilisation, tu as 50 cas d'utilisation, comment tout ça s'articule? Bien, des diagrammes de séquence font en sorte qu'on a déjà une façon de voir à travers les échanges entre les différents acteurs, les différents systèmes. Des diagrammes de classe où est-ce qu'on établit c'est quoi nos objets d'affaires puis les propriétés. Fait que, en faisant ces diagrammes de haut niveau-là, on était capable, en pétition en ligne, de commencer l'architecture de solutions, je dirais 2 mois avant qu'on ait fini l'analyse fonctionnelle. Oui? Ça, c'est super intéressant de pouvoir intégrer dans votre démarche, votre façon de faire, un formalisme UML, même s'il est affiché à son léger. Moi, j'ai souvent descendu ça, une image vaut 1000 mots. Oui, exactement. Une image normalisée vaut 100 000 mots. Puis on me répond souvent, mais les utilisateurs ne comprennent rien à ça. Comment vous passez cette frontière-là? Mais je suis content que tu en parles parce que c'est facile pour le client. Quand on est allé... Pourquoi le client a adopté ce format-là? C'est qu'ils ont trouvé ça facile de se commettre, de se dire, oui, c'est ce qu'on veut. Okay? Parce qu'un client qui dit, tu envoies quelque chose qui est... Parce que j'ai déjà fait des analyses où est-ce que les règles d'affaires étaient dans un tableau en annexe. Là, il fallait imprimer, plein d'affaires juste pour suivre. Puis, juste l'écrire, moi, ça me tire, j'avais la tête en feu. J'imaginais un client qui essayait de valider ça. Puis, tu ne peux pas demander à un client, au final, c'est nous qui est responsable. Pas parce qu'il a mis sa signature sur quelque chose qu'il a compris à moitié parce que c'est pas attaché. C'est pas vrai qu'il ne reviendra pas. Oui, mais la solution, elle ne marche pas parce que pas parce qu'il ne l'a pas vu. C'est pas lui qui est responsable, c'est nous. Donc, plus on y propose des documents qui sont visibles, qui amènent une visibilité, une compréhension, puis ça, il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il y avait de la misère à lire ça. Par contre, il dépose ça, une grille comme ça, ça ne fait pas évident. Ça nécessite probablement un peu d'accompagnement pour le client, pour y expliquer, mais effectivement, c'est une approche, un modèle qui est quand même global. Après ça, tu utilises les termes pour aller dans les détails, dans les utilisateurs et tout. Mais minimalement, il faut que tu aies une vision assez globale pour te permettre de dire, tu as compris l'essence de mon besoin et donc de la solution que j'envisage dans ma tête. Oui. Est-ce que tu mets le nom de UML quelque part? Là, les gens paniquent pas, c'est trop compliqué, c'est trop
par ailleurs, à l'organisation, il y a à peu près 12 sortes de modèles de dessin qui en font à tous les jours. Ils se contredisent les uns les autres. Les symboles n'ont pas la même perspective, mais ça, l'utilisateur se retrouve dedans. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Et il faut penser Ça m'enlève des choses. C'est ça. Mais c'est vrai, un dessin pour 1000 mots, puis moins il y a de texte, mieux c'est. Ça, c'est. Ouais. Ouais. Parce que c'est sûr qu'un diagramme comme ça, si je lis tous les cas d'utilisation, je vais pouvoir trouver, mais je ne demanderai pas à Julien de lire tous les cas d'utilisation puis essayer de refaire ça. Je suis capable de le faire, je connais l'environnement d'affaires, c'est facile pour moi de le faire. Ça me permet de me valider aussi, valider mes cas. Donc, les cas d'utilisation, on fournit un contexte d'affaires. Bon, on est encore dans le thème soutenir les phases d'architecture de solutions de développement. On donne un contexte, OK? Puis, on formule des exigences. Ça, c'est un point important. On formule des exigences fonctionnelles qui sont rédigées de façon indépendante de la solution. Je me suis déjà mis le pied dans la bouche souvent, mais cette fois-ci, non. L'idée, c'est que vous ne verrez jamais de mot « je clique sur ce bouton »,« je fais ci »,« OK, j'enregistre ». Parce qu'on ne sait pas comment ça va être. On ne sait pas. Je pense que la Ville a changé 3 fois de boîte à outils dans le projet. Si j'avais été à ce niveau-là, mon analyse fonctionnelle, elle ne valait plus rien après. OK? Puis ce qui est intéressant, c'est que puisqu'elle était indépendante de la solution qui a été implantée, elle est toujours bonne. Elle est bien vieillie. Elle est encore 100% à jour. Si tu rentres dans le projet aujourd'hui, et tu lis l'analyse fonctionnelle, tu connais toutes les règles d'affaires, il n'y a rien qui a changé. OK? Oui, vas-y. C'est un point très important pour moi aussi, en fonction de tests, validation de tests automatisés. J'écoute ce discours avec des développeurs migrants qui commencent à rédiger des cas de tests. L'API va donner erreur numéro 53 si on fait ça. Attends, à la place de dire erreur 53, l'API va échouer. OK. Ça peut changer selon certains critères qui peuvent changer, mais le test lui-même, il ne changera pas. Exactement. Les détails sont là. Donc, il faut être un peu abstrait, mais pas trop abstrait, juste abstrait pour mieux donner. C'est intéressant ce que tu dis là parce que ces exigences fonctionnelles-là sont directement dérivables en cas de test, en cas de test fonctionnel, puis ils ne sont pas affectés par la façon dont ça a été implémenté. Donc, c'est un one-on-one. OK? Puis aussi, il y a le contexte fonctionnel. On crée des wireframes qu'on appelle, puis ça, il faut vraiment que je dise aux clients, ça ne ressemblera pas à ça. Fait qu'il ne faut jamais mettre de couleur, il ne faut jamais que ça a l'air léché. Puis ça favorise la conversation avec le client. Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui, mais si. OK, mais je pense qu'on va vouloir faire ça. Donc, ça me permet c'est moins abstrait qu'un cas d'utilisation, mais ça alimente mes cas de il y a peut-être une règle d'affaires qu'on a oubliée. Donc, oui, vas-y. C'est ça. Il y a même des outils aujourd'hui pour des wireframes en mode galion. Oui. Les boîtes sont tout croches, le texte est pas pire, mais ça a l'air d'avoir été griffonné. Exactement. Juste pour que l'utilisateur n'ait pas l'impression que ça a été fait, ça va avoir l'air de ça. Puis les premiers écrans qu'on a livrés pour pétition en ligne, c'était dessiné à la main. Je l'avais dessiné à la main. OK, la 4e façon que l'analyse fonctionnelle soutient le cadre de valeur, c'est en soutenant le développement par itération. Bien sûr, structuré en cas d'utilisation, ça coule de source. On est capable d'identifier, une fois que l'architecture de solution a fait une phase, on est capable d'identifier quel cas d'utilisation on peut faire en premier, puis segmenter le travail en itération. Okay? Puis, finalement, soutenir la qualité, ça offre une base de rédaction des cas de tests fonctionnels. Les cas de tests fonctionnels sont dérivés directement des exigences fonctionnelles, puisqu'ils ont été rédigés indépendamment de la solution. Ils sont en bonne. OK?
comme vous voyez, c'est structuré en cas d'utilisation. Ça peut être structuré autrement, mais la structure, si le développement par itération est basé sur les cas d'utilisation, tu vas être capable d'aligner tes tests selon ton mode de livraison. Ça assure la traçabilité entre le premier et le livré. On a une architecture fonctionnelle qui a été approuvée par le client et puis on a des tests fonctionnels qui confirment que ce qu'on a dit qu'il allait y avoir a été livré. Donc, c'est vraiment... Et puis, ça offre un référentiel de tests fonctionnels qui vont leur durer toute la vie de l'application. Parce que là, ça, c'est si tu gères tes tests, en fait, à un moment donné, comme Pierre disait, ça devient un petit peu c'est ton analyse qui est live, puis que pendant toute l'évolution, toutes les releases, sur 10 ans, si tu gardes ça à jour, tu vas toujours avoir une documentation à jour de ton système. Merci de faire ça. Mais l'autre, c'est différent. Quitte la conférence.